Bonsoir tout le monde, je m'appelle Mishka et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'activiste Bolia Olivier qui est avec nous ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Mishka. Comment allez-vous? Ça va très bien, le plaisir, le mien, d'être reçu. Ok. Ouais. Aujourd'hui, on va parler des réalités au Canada, Oui. des immigrants qui résident au Canada, Ouais. en global, l'immigration au Canada. Oui. Et j'aimerais vous poser certaines questions. Oui. Ma première question est que, quelles sont les réalités, au fait, les difficultés au Canada pour les immigrants, pour ceux qui reviennent surtout d'Afrique? Ben, les difficultés sont multiples, ça dépend. D'abord, premièrement, il faut rétablir les faits, ça dépend de l'idée qu'on s'est fait de son immigration. C'est-à-dire qu'en partant, on a quitté l'Afrique, pourquoi? Est-ce que c'était pour des raisons politiques? Est-ce que c'était pour des raisons économiques? Est-ce qu'on est allé en aventure? Alors, c'est en fait ça qui détermine, c'est que la personne ferait lorsqu'elle est ici au Canada. Donc, pour parler des difficultés, donc c'est énorme. La langue, on peut habiter, par exemple, au Canada, il y a deux zones, la zone francophone, bien que le Canada étant généralement bilingue, mais il y a la zone francophone, il y a la zone anglophone. Où est-ce qu'on va s'établir? Est-ce que pour une personne qui vient, par exemple, de pays comme la RDC ou Congo-Brazzaville, ce sont des personnes normalement qui parlent français. Alors, lorsqu'elles arrivent ici, donc le Canada, comme je l'ai dit, étant un pays bilingue, elles doivent apprendre à parler l'anglais, elles doivent apprendre beaucoup de choses qui sont nullement de la culture francophone. Donc voilà, donc les difficultés d'emblée, c'est l'apprentissage de langue et de la culture. Et les avantages? Les avantages du Canada, ben c'est un des pays les plus développés du monde. Quand on vient de l'Afrique où les personnes généralement vivent avec $1 par jour, vous apprenez qu'ici au Canada, vos enfants ont droit à l'école, vous avez droit à un travail rémunéré parce que dans certains pays, les gens qui travaillent ne sont même pas payés. Alors, lorsque vous entrez dans un climat où, quand vous travaillez, chaque fin de semaine, chaque 2 semaines, vous êtes payé, c'est déjà bon. Et aussi, surtout l'éducation pour les enfants. Pour les enfants, c'est absolument sine qua non. On ne peut pas s'en passer. Un pays où il y a la gratuité scolaire, cantine pour les enfants, il y a même des prêts pour l'université. Il n'y a pas mieux que ça, quoi. Ok, dans 100% des immigrants, au moins il y a combien des immigrants qui réussissent au fait au Canada, dans 100% des immigrants qui viennent ici au Canada? Mais bon, je pense que la majorité réussit. Et puis aussi, il faudrait définir ce que vous appelez subjectivement par réussir. Déjà, le fait de quitter un milieu où on n'avait pas à manger, où on n'avait pas des habits, où peut-être on n'avait même pas une maison, où parfois les gens qui viennent de coins lointains, le village, ne vivaient ni avec l'eau potable, ni avec l'électricité. Déjà, dans ce sens, quitter, je me rappelle, je regardais une interview de Akon, qui est un chanteur américain d'origine africaine, qui disait que pour certains Africains, même quitter l'Afrique pour aller vivre dans un ghetto de New York, c'est déjà une amélioration de vie. Voilà, donc pour la plupart des Africains, déjà vivre dans un coin où il n'y a pas de problèmes politiques, il n'y a pas des policiers qui harcèlent, bien qu'il y ait des problèmes de temps en temps sporadiques avec la police, mais généralement la police fait son travail, les militaires font leur travail, les politiciens font leur travail, donc déjà ce climat de stabilité politique, c'est aussi quelque chose que bon nombre d'Africains, de Congolais, de Brazza, de Kinshasa ne vivent pas. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je vous rappelle que je suis avec l'activiste Bolia Olivier, qui est aussi politicien. Et j'aimerais aussi parler pas seulement du Canada, j'aimerais aussi parler de notre pays, de la RDC. Oui. Est-ce que vous avez... bon,
pour vous, est-ce qu'il y a des changements en fait depuis que vous êtes ici? Est-ce qu'il y a des changements politiques, des changements, ouais, Je ne sais pas, encore une fois, c'est que vous voulez dire par changement, les changements, il y en a eu. Il y a eu, c'est qu'eux, ils appellent... est-ce qu'il y a une amélioration en fait? Pour nous, en tant que politiciens, notre unité de mesure, c'est toujours le social. Est-ce que les gens mangent à leur faim? Est-ce que les enseignants sont payés? Est-ce que les enfants vont à l'école dans des conditions les plus développées du monde? Est-ce que les femmes que nous voyons parfois dans les vidéos qui accouchent dans les hôpitaux et qui n'ont pas l'argent pour payer, et elles sont incarcérées dans ces hôpitaux jusqu'à ce que les familles puissent trouver de l'argent pour les faire sortir. Donc, ce sont des notions comme ça. Est-ce qu'il y a deux routes? Est-ce que je peux quitter Kinshasa jusqu'à Mbuji-Mayi sans problème? Est-ce que... moi, je me rappelle toujours un ami avocat, Jean-Roger Pagna, me disait, il m'a posé une question il y a longtemps quand je suis venu de Kinshasa. Il a dit, est-ce que Olivier, ici, tu vois, en Amérique, tu peux aller dans une fête, tu vois un gars qui débarque, il vient, on habitait à Los Angeles à l'époque, il dit, tu peux voir un gars venu de Houston et c'est lui la star de la fête, par exemple. Il a dit, est-ce qu'à Kinshasa aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut venir de Massimanima et venir dans une fête à Kinshasa et c'est lui, c'est la star? J'ai dit, Jean-Roger, tu es en train de rêver. Des choses comme ça ne se fait pas. Donc, c'est seulement Kinshasa, Lubumbashi, un peu de Goma, un peu de Bukavu, qui sont des endroits où les gens peuvent se dire ils vivent un peu au sens occidental. Mais la plupart des gens sont démunis de tout, ils n'ont encore rien. Bien entendu, on parle de l'alternance, en fait, l'alternance politique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, qui est une bonne chose en soi, mais la manière dont ça s'est fait, les deals obscurs, tout ce qui s'est dit derrière, les choses que nous ne savons pas, c'est ça un peu notre problème. Mais généralement, pour revenir à ce que je disais, le social est très mauvais, les gens souffrent, les appels que nous recevons du pays continuent à être médiocres, l'argent que la diaspora envoie en RDC, et c'est presque 5 à 10 milliards chaque année. Donc, c'est plus que même le budget national du pays. C'est-à-dire que les pays est encore souffrant et la population de ces faits est souffrante du fait que le social n'est pas encore au niveau du Canada, par exemple. Mais pour finir, rappelez-vous, dans les années 60, le Canada, le Congo, quoi encore, la Corée du Sud, le Singapour avaient le même budget national. Alors, la question que beaucoup d'intellectuels se posent, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il en 50 ans, le Canada fait partie des G10, G7, hein, c'est-à-dire parmi les 7 premières nations du monde en termes de développement. Et l'année passée, vous vous rappelez, le Canada a même remporté comme étant le meilleur pays pour vivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que la RDC aujourd'hui est l'avant-dernier pays du monde en termes de développement, d'infrastructure, de doing business, et que le Canada aujourd'hui se retrouve comme le donateur, les pays où tout le monde veut venir vivre. Voilà. Ok, est-ce que vous pouvez nous dire au fait, puisque vous êtes politicien, est-ce que vous pouvez nous dire, ma question est que, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il y a tellement trop de facilité pour les immigrants de venir résider ici au Canada? Parce qu'en Europe, il n'y a pas trop de facilité, vous voyez. Donc, il y a des citoyens qui viennent de partout au Canada. Ils sont même plus que les Canadiens, en fait. Voilà, la stratégie immigratoire du Canada, et il faut féliciter ces pays d'ailleurs parce que c'est une stratégie, une politique qui a été utilisée depuis les années 60. C'est-à-dire que le Canada pratique ce qu'on appelle l'immigration choisie. C'est-à-dire quoi? Le Canada donne des visas aux personnes qu'il juge intelligentes, travailleuses, des personnes qui peuvent venir et contribuer à l'économie de leur pays. C'est pourquoi le Canada
la ville de Toronto où nous sommes aujourd'hui, 60% des habitants de Toronto ne sont pas nés ici. Ça, c'est une statistique très importante à garder. Et encore, 60% de la population du Canada a un diplôme d'université. Ça ne veut pas dire que tous ces gens-là sont des Canadiens de souche, tous ces gens-là sont nés ici. Non, les Canada importent l'intelligence avant tout le monde. Depuis les années 60, le Canada est toujours dans la politique de l'importation des personnes intelligentes à travers le monde. C'est pourquoi vous voyez des Indiens, des Africains, des Jamaïcains, aujourd'hui des Africains qui font partie de cette grande communauté intellectuelle du Canada. Donc voilà, donc c'est une stratégie qui a réussi. Aujourd'hui, l'Europe qui a toujours voulu fermer ses portes, qui a toujours voulu protéger ses racines, tout ça. Mais aujourd'hui, l'Europe se retrouve que quand vous voyez la vie du Canada et certains pays européens, vous voyez très nettement et clairement que le Canada est plus ouvert, un pays plus affectueux aux autres, un pays qui est super développé. Okay. Est-ce que vous vivez ce qu'on appelle le racisme? Est-ce que vous vivez ça ici au Canada? Ben, le racisme, ça existe toujours, mais ce n'est pas un racisme, je dirais, pas profond, pas au sens européen, où pratiquement, vous voyez comme le monsieur qui était à la NASA, j'ai oublié son nom, qui a fini ses études en France, mais qui n'a pas pu trouver de l'emploi en France. Mais il est allé, le Sénégalais, je ne sais pas, il est de l'Afrique de l'Ouest, mais il est allé devenir chef de la mission de Mars aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on lui a ouvert les portes pour travailler. Ils ont compris que cette personne avait une maîtrise dans le domaine aérospatial, tout ça. Donc voilà. Donc ici, on ne voit pas, il y a le racisme, c'est un peu individuel. Bon, on est toujours en train de combattre pour déinstitutionnaliser, c'est-à-dire que certaines pratiques qui ont pris de temps pendant des décennies et décennies, chaque jour, les gens se battent, et chaque jour, les Canada étant un pays qui comprend la valeur de l'intelligence, la valeur individuelle de l'intelligence, c'est-à-dire que vous pouvez tout faire donner à une personne de race blanche du travail, mais si il n'a pas ces dons-là, s'il n'a pas cette maîtrise, s'il n'a pas cette éducation-là, ça ne va pas produire. Et surtout dans les domaines technologiques de pointe, ça demande nécessairement et uniquement des personnes qui sont qualifiées. Donc, vous pouvez beau faire et pratiquer le racisme, le tribalisme, mais à un moment donné, il faut mettre les personnes qu'il faut à la place, aux endroits qu'il faut. Ok. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, bon, ceux qui ont eu des questions à poser sur le Canada, j'espère que vous avez déjà eu certaines réponses. Ma question, j'aimerais vous poser par rapport à ce qui se passe dans le monde entier, pas spécialement au Canada, par rapport au virus du coronavirus. Voilà. Précisément au Canada, pour vous, ouais. Quelles sont les précautions prises ici au Canada? Ben, les précautions, hier d'ailleurs, j'étais en train de lire le message que le ministère de la Santé du Canada a sorti justement pour préparer les populations face à ces virus. C'est très important, mais bref, nous allons dire que ces virus attaquent souvent des personnes âgées et les enfants sont munis d'un système de défense qui leur permettent de ne pas mourir. Donc voilà, donc c'est protégé. Si vous avez de grands-parents, des personnes qui ont déjà des maladies, évitez de les visiter parce que vous pouvez les transmettre la maladie. Lavez vos mains chaque fois que vous êtes avec des gens et que vous voulez partir. Lavez vos mains et aussi évitez de mettre les mains, le doigt dans la bouche, le nez, les yeux parce que ces virus peuvent vivre entre 5 heures à 4 jours.
Donc, c'est pour dire quelque part, c'est les gens qui disent que quand vous achetez des choses de la Chine, c'est dangereux. Non, ça, le temps que quelque chose est emballé, entre dans les bateaux, arrive dans votre pays, c'est plus de 4 jours. Donc, ces virus seraient déjà décédés. Donc, il n'y a pas lieu à être soucieux du fait que vous utilisez des ustensiles qui viennent de la Chine. Voilà. Donc, il faut seulement prendre des mesures, les mêmes mesures d'ailleurs que nous prenions pour la grippe, généralement, parce que les gens ne disent pas ça comme ça, mais le coronavirus, c'est comme la grippe. Okay. Donc, voilà, donc prenons les mêmes mesures préventives et d'hygiène que nous prenions dans les passés pour les maladies contagieuses. Ok, par rapport à cette situation, quels sont les domaines qui sont vraiment affectés au fait? Quels sont les domaines qui sont affectés? Parce qu'on a entendu qu'on a fermé les écoles, on a fermé les... vous voyez? Donc, quels sont les domaines? Mais c'est très important, c'est que moi, je félicite le gouvernement Trudeau et les autres gouvernements européens et africains responsables qui ont pris des mesures adéquates, justement, surtout des mesures préventives. C'est-à-dire le fait de fermer les écoles pendant 3 semaines, c'est dans le but justement de stopper ou bien de ralentir la propagation de cette maladie qui est extrêmement dangereuse, comme je l'ai décrit par rapport aux personnes, surtout de 3e âge. Donc, il faut absolument que ces personnes n'obtiennent pas cette maladie parce que ça peut aboutir à des fatalités. Donc, pour répondre directement, les mesures sont là, elles sont efficaces et nous devons les observer pour justement protéger les gens contre, pour ne pas devenir des fatalités, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce sont les écoles qui sont fermées et après, ça sera... Mais les écoles, c'est parce que il faut éviter des rassemblements parce que, comme nous l'avions dit, le virus se propage lorsque vous entrez en contact avec une personne qui a la maladie ou qui possède le virus. Donc, les écoles, ce sont des lieux de rassemblement de plusieurs élèves. Les salles de cinéma, je vis en France par exemple, qu'ils ont lancé un mot pour que toutes les salles de cinéma, les cafés et autres endroits où les personnes peuvent se retrouver en grand nombre, de ne pas ouvrir et de ne laisser que les business qui sont essentiels, notamment les business alimentaires, les business médicaux, les médicaments, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant de voir chaque fois pendant les crises comment notre humanité prévaut par rapport aux autres choses, les guerres, tout ce qu'il y a de mauvais en nous est offusqué par ce désir humaniste de sauver les gens, la vie et ça c'est ce qui a à retenir, c'est ce qui a à retenir de merveilleux durant des crises, des pandémies comme celle-ci. Yeah. Donc ça veut dire que ça affecte aussi l'économie du pays. Bien entendu, l'économie est très affectée, surtout de la Chine, hein, parce que la Chine, c'est là où c'est l'épicentre de cette pandémie. Ça a commencé en Chine, et vous savez, la Chine est devenue la capitale de la manufacture, tout se fabrique là-bas. Alors, lorsque vous avez un déclenchement d'une épidémie de cette taille dans un pays qui exporte beaucoup, donc ça a créé lieu d'avoir une véritable psychose à travers la planète, mais bien entendu les choses évoluent et aujourd'hui nous voyons que la Chine elle-même a commencé à maîtriser l'expansion de cette maladie. On a dit, selon les derniers calculs, que 70% des gens qui ont été
contaminés sont guéris aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui l'épicentre a changé, c'est l'Italie qui est devenue là où il y a eu plus de 230 décès juste hier, et tout ça doit susciter en nous, comme je l'ai dit, notre humanité, notre passion pour les uns les autres, notre amour de se battre pour que l'humanité soit une meilleure place, non seulement pour les Chinois, les Italiens, les Américains, mais aussi pour les Congolais, de Kin et de Brazzaville. Donc pour vous pensez qu'il y aura peut-être une amélioration bientôt? Mais l'amélioration, comme je l'ai dit, elle est en voie de s'accentuer, simplement parce que, comme je l'ai encore dit, que c'est la grippe. Hein, il ne faut pas aussi que la psychose prenne la place du cerveau. C'est une maladie comme toute autre. Et nos savants, nos éminents laboratoriens sont en train de travailler pour trouver avec efficacité des remèdes pour justement nous aider à combattre cette maladie. Et je sais que la race humaine, lorsque nous travaillons en conjonction, en unité, nous gagnons toujours toutes les batailles. La peste est venue vers les années du XVIe siècle, il y a les sida qui est venu, il y a d'autres maladies, l'Ebola, le SARS qui était aussi de la Chine, qui est devenu vers les années 2003. Donc tout ça, ce sont des phénomènes qui arrivent dans l'humanité et de contact surtout entre... vous savez, ce virus est venu d'un animal sauvage, donc ça fait partie des contacts, j'allais dire, entre l'homme et la nature. Et ça arrive de temps en temps, mais il faut des gouvernements forts, il faut des gens très intelligents pour se mettre debout et se battre pour stopper ce genre de phénomènes négatifs. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. On va remercier tous ceux qui ont pu réaliser cette émission, spécialement à mon frère, mon meilleur ami que j'appelle toujours Bonda Nathan Kingby. Je salue tout le monde, je fais des gros bisous à tout le monde, à toute ma famille et bonne soirée. Voilà.